Et bonjour à tous, on continue donc sur les suites. On prend exactement donc la suite de ce qu'on faisait tout à l'heure sur la précédente vidéo. Donc là on est sur le 3.2 justement. On va un peu préciser les choses donc sur les suites divergentes et suites convergentes. Bon, normalement vous savez déjà ce qu'on appelle convergent, divergent. Mais donc on va quand même le redéfinir. Et on va aussi aller voir les propriétés qu'il peut y avoir autour de ça, qui pour le coup n'ont pas forcément été vues en lycée. Voilà, avec des petits exemples, mais j'en ferai peut-être un peu plus sur après, les exemples, parce que bon là au final on comprend quand même assez bien ce qui se passe, vous allez voir. Donc justement, d'abord la définition, donc bah, qu'est-ce qu'on appelle une suite convergente? Bah, justement c'est une suite qui admet une limite finie. Voilà. Donc, on fera attention parce que quand une suite tend vers plus infini, on a tendance à dire qu'elle a une limite quand même. Enfin, parce qu'en termes de limite, plus infini, on pourrait presque dire que ça existe. Sauf que plus infini moins l'infini n'étant pas des nombres, on considère donc que ça correspond à des cas de divergence. Voilà. Donc attention, une suite n'est convergente que si elle admet une limite qui est finie, donc un nombre réel, pas à l'infini. Voilà. Bon, donc ça, je ne pense pas que ça pose problème. Et donc toutes les autres, et j'ai bien toutes les autres, sont appelées des suites divergentes. Autrement dit, donc ça correspond au cas où UN, alors, je vais peut-être écrire en rouge pour que ça apparaisse plus clairement, au cas où UN n'admet pas de limite, puisque je rappelle qu'il y a aussi des limites, des suites pardon, qui n'admettent pas de limite. Par exemple, la plus connue, moins 1 puissance n, qui fait ping-pong entre 1 et moins 1. Donc elle ne se stabilise jamais ou elle va jamais vers plus infini, moins l'infini. Donc on a vraiment, on est même pas en mesure de déterminer une limite, qu'elle soit finie ou infinie. Ou bien donc UN qui va tendre vers donc plus infini ou moins l'infini. Là aussi, on est sur un cas, enfin des cas de divergence. Donc justement, des petits exemples. Alors le moins 1 puissance n, je ne l'ai pas écrit, c'est vrai qu'on pourrait le mettre. Moi j'avais prévu de prendre donc la plus connue, enfin une des plus connues des convergentes, à savoir la suite des UN qui valent 1 sur n. Donc effectivement 1 sur n tend vers 0, une limite finie, donc on dit bien qu'elle est convergente. On l'a même démontré. Et la 2 puissance n, justement, dont on a démontré aussi qu'elle tendait vers plus l'infini, qu'on peut ranger du coup dans les suites divergentes. Et donc on pourrait rajouter la suite des moins 1 puissance n, qui est divergente aussi, puisque celle-là n'a pas de limite. Voilà, bon, il y en a plein des comme ça, d'ailleurs, il n'y a pas que moins 1 puissance n, mais disons que c'est la plus connue. Alors, une proposition qui va souvent nous servir, même en dehors de ce chapitre, parce que les suites, on verra que c'est pas pour rien qu'on les fait au premier semestre. Ce sont vraiment des outils qui reviennent même après, couplés à d'autres outils. Donc, ce résultat est vraiment quelque chose d'utilisé assez souvent, tout de suite convergente et bornée. On va le démontrer, c'est assez simple à démontrer, c'est même presque intuitif, enfin, c'est pas une démonstration qui pose vraiment problème, mais néanmoins c'est un résultat intéressant. Donc la preuve, je vais peut-être la faire là en dessous. Donc la preuve de la proposition, du coup on est toujours dans le 3.2, preuve, proposition. Donc du moment où où j'ai une suite, par exemple un sur n, hein, donc une suite qui tend vers une limite finie, alors je pourrais en déduire qu'elle est bornée. Ça ne me donne pas forcément les bornes, mais bon, voilà, je sais que je pourrais en trouver. Alors justement, on va considérer une suite bornée, donc soit UN, pardon, une suite convergente, je dis n'importe quoi. On va considérer une suite convergente. Donc on soit UN une suite donc réelle convergente. Ce qui revient à dire qu'il existe une limite finie, donc il existe L réelle, telle que UN tend vers L, évidemment quand N tend vers l'infini. Ok, donc cette dernière phrase, si je la traduis formellement, mathématiquement, ça revient à dire que pour tout epsilon positif, il existe un anti-n, donc un rang, à partir duquel
tel que donc, quel que soit n supérieur ou égal à grand N, on est un moins L inférieur ou égal à epsilon. Ça, c'est pour l'instant, je n'ai fait que réécrire les choses telles qu'on les a déjà vues. Bon, et donc là, justement, honnêtement, ça se trouve quasiment intuitivement. Moi, je voudrais borner un, donc je vais lui trouver un minorant, un majorant. Et rappelez-vous, cette écriture-là, on l'a déjà vue. On peut la réécrire L moins epsilon inférieur ou égal à un inférieur ou égal à L plus epsilon. Alors ne l'écrivez pas, c'est pas la suite de la preuve, mais c'est pour que vous compreniez d'où je vais sortir ce que je fais après. Du coup, finalement, il suffit que je fixe un epsilon. L est déjà fixé. Il suffit que je fixe un epsilon, n'importe lequel en fait. Et je vais bien avoir un qui va être borné à partir d'un certain rang. Et après, rappelez-vous, on a démontré que si elle est bornée à partir d'un certain rang, alors elle est bornée. Donc ça a fait marcher notre démonstration. Là, il manque 3 lignes et c'est terminé. Donc moi, je vais prendre par exemple epsilon égale 1. Mais bon, vous auriez pu prendre un demi, ce que vous voulez. Un strictement positif, ça fonctionnait. Donc en posant epsilon égale 1, il existe donc un rang n entier tel que pour tout entier à partir de grand N, justement on est un moins L inférieur ou égal à 1 en valeur absolue, ce qui revient à dire que L moins 1 est inférieur ou égal à un qui est inférieur ou égal à L plus 1. Autrement dit, on a borné un, ça ce serait donc le petit m, le minorant, et ça ce serait un majorant. Donc ça revient à dire que un est borné à partir du rang grand N. Et donc, d'après la proposition démontrée dans la vidéo précédente, que un est tout simplement borné tout le temps. Donc un est borné. Voilà, donc ça c'est la démonstration d'une proposition qui est intéressante. Je crois pas l'avoir écrit. Ah si, voilà, je l'ai écrit. La réciproque est fausse, donc attention. Justement, la suite que j'ai donnée tout à l'heure, la moins 1 puissance n, en est un contre-exemple, puisque justement elle est bornée par moins 1 et 1, mais elle n'est pas convergente. Donc c'est voilà, l'exemple le plus, à la fois le plus connu et un des plus caractéristiques, je dirais, de contre-exemple justement de la réciproque. Donc surtout, attention, retenez-le dans le bon sens. Tout de suite bornée n'est pas forcément convergente. On aimerait bien, ça serait bien pratique, parce que on a souvent... Enfin non, ça dépend des suites. Il y a des suites qu'on borne facilement et dont on ne démontre pas facilement qu'elles sont convergentes, donc ça nous arrangerait. Mais c'est faux. Donc faites attention. C'est quand elle est convergente qu'elle est forcément bornée, mais pas le contraire. Ensuite, donc dans les petites remarques intéressantes, attention aussi, tout de suite réel qui tend vers plus infini ou moins l'infini n'est pas borné. Mais attention, la réciproque est fausse. C'est-à-dire qu'on peut avoir donc une suite qui n'est pas bornée et qui ne tend ni vers plus infini ni vers moins l'infini. Je ne sais pas si c'est bien clair tout ce que je dis. Donc ce que je dis, c'est que si une suite, autant une suite qui va vers plus infini ou moins l'infini, clairement on ne peut pas la borner puisqu'on va voir, soit on ne va pas pouvoir la majorer, soit on ne va pas pouvoir la minorer selon qu'elle tend vers plus infini ou moins l'infini. Donc ça c'est clair. En revanche, ce n'est pas parce qu'une suite n'est pas bornée, c'est-à-dire que je n'arrive pas à lui trouver un minorant ou un majorant, que forcément elle tend vers plus infini ou moins l'infini. Donc par exemple, un exemple qui est assez simple à comprendre. Donc si je prends moins 2, la suite des moins 2 puissance n, donc dans le même genre que moins 1 puissance n, là cette fois-ci il y a ping-pong aussi, sauf que la valeur absolue, clairement, elle tend vers plus infini, ne fait qu'augmenter. Donc on va aller de 1 à moins 2, à 4, à moins 8, à 16, à moins 32, etc. etc. Donc on voit bien qu'on n'est pas borné, mais en même temps, on ne peut pas dire que cette suite tend vers plus infini ou vers moins l'infini. En réalité, si je prends la sous-suite des indices pairs, elle va tendre vers plus infini, et la sous-suite des indices impairs vers moins l'infini. Les suites, on en parlera après, des suites extraites, si je prends qu'un morceau en fait. Voilà. Mais si je prends la totalité, je suis incapable de dire si la tendance c'est plus infini ou si c'est moins l'infini, puisqu'elle change à tous les termes. Donc elle est divergente, elle n'a pas de limite. Voilà. Et pourtant, elle n'est pas bornée. Donc faites juste attention à ce... parce que ça semble intuitif, en fait, ça ne l'est pas. Enfin, c'est faux en tout cas. Voilà.
Ensuite aussi, dernière chose, il ne faut pas croire, parce que ça aussi, c'est quelque chose que vous avez l'impression d'intuiter, de sentir vrai, alors que c'est faux. Une suite qui tendrait vers plus infini n'est pas forcément croissante. On peut tendre vers plus infini, alors je vais le dessiner avec des fonctions pour qu'on comprenne bien, mais c'est pareil pour les suites. On peut tendre vers plus infini, on a comme ça. Voilà. Pas très beau, hein, mais on a compris l'idée. C'est-à-dire qu'on va vers plus infini, et pourtant on n'est pas croissant. Il y a des petites décroissances, et hop, ça repart un peu plus à la hausse. Donc la tendance globale est bien croissante, mais la suite n'est pas croissante, ou la fonction, là, ce sera vrai aussi pour les fonctions, bien sûr, n'est pas pour autant croissante. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Bah, on va rester dans les puissances n. Là, si je prends la suite des n plus moins 1 à la puissance n, donc pour n supérieur ou égal à 0, bah, justement, elle tend vers plus infini. Parce qu'effectivement, le moins 1 puissance n, il vaut 1 ou moins 1, donc ça n'empêche pas la suite d'aller vers plus infini. Et pourtant, elle n'est pas décroissante, puisque quand n est pair, on va faire plus 1, quand n est impair, on va faire moins 1. Donc clairement, il va y avoir une variation qui va s'alterner en fait. Et donc c'est une suite qui n'est pas croissante, ni même à partir d'un certain rang. Donc voilà, ça aussi c'est un bon contre-exemple. Donc attention quand même aux idées reçues, aux a priori qui vous sembleraient très naturels et qui, en fin de compte, donnent des choses fausses. Voilà, bon, sur cette partie, je dis rien de plus. De toute façon, on va être amené à réutiliser et à reparler de tout ça. Ce qui nous amène aux opérations sur les limites. Alors justement, c'est un titre que vous deviez déjà avoir dans le cours sur les suites en terminale notamment. Et donc, justement, il y a pas mal de choses qui vont revenir. Mais aussi, et donc attention à pas non plus penser que vous savez tout, parce que vous allez voir qu'il y a quand même un certain nombre de nouveautés. Et notamment, pour pouvoir démontrer les choses, pour pouvoir formaliser, et aller donc encore plus loin sur cette notion. Alors, la première propriété, bon, je ne vais pas trop m'attarder, on va la lire, la commenter, mais c'est tout, je ne la démontrerai pas celle-là. Donc dans le 3.3a, c'est un lemme donc justement, si c'était un lemme, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, c'est surtout parce que ça nous sert pour la suite, mais c'est pas un résultat qui est central en soi. Donc que vous dit cette propriété? Elle vous dit que si on suppose que un tend vers une limite L, donc elle admet une limite, par contre elle n'est pas forcément convergente, hein, attention, L appartient à R bar, donc ça peut être plus infini ou moins l'infini, mais en tout cas ce n'est pas une suite qui n'a pas de limite. Donc si cette limite est strictement supérieure à A, alors il va exister un rang à partir duquel ma suite est forcément supérieure à A, strictement. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, ça semble assez logique, hein, mais... Alors je disais, c'est pas central, en même temps, c'est vrai que l'exemple avec A qui vaut 0 est quand même assez utile, assez utilisé. Donc bon, enfin, j'en reparle après, mais bon, même avec A quelconque, hein, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on utilise non plus tout le temps. Mais en tout cas, enfin, je reviens à ce que je disais, c'est assez naturel puisque on a UN qui tend vers A, donc forcément elle va se rapprocher de A. Donc on sent bien qu'effectivement il y a un rang à partir duquel on va, on va arriver à être plus grand que A. Si cette limite est plus grande que A, bien sûr. J'ai dit qu'elle tendait vers A, j'ai dit n'importe quoi, excusez-moi. Elle tend vers L qui est plus grand que A. Donc, je la refais, désolée. Je commentais autre chose en fait. Donc je recommence. Elle tend vers une limite, donc L qui est plus grande que A. Alors je vais peut-être m'appuyer sur un schéma comme ça, on aura quelque chose d'un peu plus clair que ce que je raconte. Voilà, donc j'ai mes termes de la suite qui tendent vers L. Alors pas forcément de façon croissante ou décroissante, hein. Hein, donc elle se rapproche petit à petit. Et je sais que L est plus grande qu'un certain A. Donc je vais avoir A du coup en dessous, qui peut être bien en dessous d'ailleurs. Hein. Là, bon, je l'ai mis assez proche. Et donc effectivement, on se rend bien compte que comme mes points, enfin donc mes termes de la suite tendent vers L, à un moment, ils vont être tellement proches qu'ils vont tous être eux aussi plus grands que L. Là, bon, sur ce que j'ai pris, donc on imagine bien qu'après, justement, ça se rapproche. Et tout cela sont bien plus grands que A. Pardon, j'ai dit L, mon Dieu. Pardon, je vais y arriver. Que A. Donc justement, ça vérifie bien ce que dit la propriété.
Alors, c'est naturel et je m'embrouille quand je le raconte. Mais vraiment, je pense que pour le coup, pour ceux qui ont réussi à me suivre, c'est quand même assez naturel. Et donc, on a la même chose dans l'autre sens. Si j'ai donc la limite qui est inférieure strictement à b, comme je vais me rapprocher de plus en plus de cette limite, à un moment, tous les termes de ma suite vont eux aussi être strictement inférieurs à b. Parce que sinon, s'il n'y avait pas ce phénomène, ça veut dire que je ne ferais pas que me rapprocher de ma limite. Donc, nécessairement, ça va arriver. Je n'écris pas la démonstration, mais vous pouvez le faire. En fait, elle est quasi immédiate en réalité, hein, puisque si vous utilisez l'écriture justement du fait que UN tend vers L, alors il faudra séparer bien sûr parce que ça ne serait pas pareil le cas où L est fini et le cas où L est infini. Mais sinon, en fait, vous allez avoir rien qu'avec la définition qui justement vous dit qu'à partir d'un certain rang, etc., etc., il suffit de prendre le bon epsilon ou le bon A et vous allez avoir directement la propriété. Donc c'est pas quelque chose de fou en fait, hein. Et donc justement, ce qui est plus intéressant, plus utile, enfin plus souvent utilisé, plus exactement, c'est la remarque, parce que du coup, si le petit a ou le petit b sont 0, ça nous permet d'avoir un résultat sur le signe de la suite. Puisque justement, si on sait que la suite tend vers 0, euh, enfin, non, plus exactement, justement, oh là là, je vais y arriver. Si on sait qu'elle tend vers une limite qui est strictement supérieure à 0 ou strictement inférieure à 0, ça va nous dire qu'à partir d'un certain rang, justement, les termes de la suite vont eux aussi être strictement supérieurs à 0 ou strictement inférieurs à 0. Donc ça nous permet justement d'avoir une information sur le signe de la suite quand parfois sur certaines suites, c'est pas évident d'en avoir. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Si par exemple, j'ai une suite qui tend vers 2, qui au départ est parfois négative, parfois positive, ben, on sait que de toute façon, à partir d'un certain rang, elle deviendra toujours positive, parce qu'elle va se rapprocher de 2, donc inévitablement, on va avoir tous les termes au-dessus de 0. Et inversement, donc une limite qui serait strictement négative. Voilà, donc voilà, ça c'est assez utile parce que ça permet de parler du signe de la suite à partir d'un certain rang. Donc le 3.3b justement où on va avoir là aussi on va revoir certaines choses et on va en démontrer et puis formaliser d'autres choses encore. La proposition 2, je pense que vous avez déjà vu ça, je suppose. Alors peut-être pas écrit comme ça, j'en sais rien, mais je pense que si. Euh, Si vous avez donc la limite de la valeur absolue de un-a qui tend vers 0, c'est-à-dire que j'ai la distance entre un et a qui tend vers 0, bah, ça veut dire justement que la limite de un égale a. Alors c'est vraiment une simple, là aussi je ne vais pas l'écrire en démonstration, mais vous pouvez le faire, c'est vraiment une simple réécriture de la définition de la limite de un-a qui serait 0. Vraiment, on joue sur les écritures pour justement en déduire là ce qu'on écrit. Enfin, la démonstration, elle tient en deux lignes en fait, hein. Donc bon, c'est pas forcément hyper intéressant. Ou bien vous pouvez écrire UN. Enfin bon, j'ai mis que la notation limite, là j'ai mis la même notation, mais évidemment vous pouvez l'écrire avec la flèche, même principe. Voilà, donc ça revient à dire que UN t'enverra. Parce qu'en fait, UN t'enverra, dans la définition, ça vous fait bon, l'epsilon qu'il faut, enfin pour tout epsilon positif, donc il existe un rang à partir duquel valeur absolue de un-a justement est inférieure strictement à epsilon. Et justement, si on prend la définition de ce que j'ai écrit à gauche là, avec E égale 0, bah, ça sera exactement la même. Donc clairement, il y a équivalence. Bon, donc la proposition 2, ok. Proposition 3, là pour le coup, alors elle est très utilisée en plus celle-là, je pense pas qu'elle ait été vue en ces termes, en tout cas en lycée, et elle est en même temps assez logique. Donc là, on va considérer de suite une suite UN qui tend vers 0 et une suite VN qui est bornée. Je vais l'écrire, qui est bornée. Voilà. Elle peut être bornée à partir d'un certain rang, hein, puisqu'on a vu que justement c'est équivalent à être borné. Donc bon, là je mets borné. Alors, si on prend donc une suite qui tend vers 0 et une suite qui est bornée, quand on va les multiplier, ben forcément, comme celle qui est bornée, elle ne va pas vers l'infini puisqu'elle est bornée. Quand je vais multiplier par une suite qui tend vers 0, bah, il y a un moment, elle va réussir à amener l'autre vers 0. Donc le produit va tendre lui aussi vers 0. C'est assez intuitif, mais ça se démontre assez facilement, puis donc on va le faire. Je vais le faire, j'ai de la place là à côté, je vais le faire là. Donc c'est la proposition 3, et je suis dans le 3.3b même. Donc 3.3b,
preuve, proposition 3. Alors, donc là, on part de deux suites d'ailleurs. D'une suite qui est envers 0 et d'une qui est bornée. Donc déjà, on va écrire tout ça. Alors, donc soit UN, une suite réelle qui tend vers 0. Tendant vers 0. Et VN, une suite bornée. Réelle, bien sûr. Et VN, une suite bornée. Bon. Du coup, si on traduit ces deux informations, on a donc... Alors, volontairement, je ne vais pas prendre epsilon là pour la première définition parce qu'on en aura besoin justement pour démontrer que UNVN tend vers 0. Je poserai un epsilon à un moment. Donc, je vais mettre gamma par exemple. Donc, quel que soit gamma strictement positif, il existe un rang à partir duquel UN-0, c'est-à-dire UN en valeur absolue, est inférieur ou égal à gamma. Bon, ok. Donc ça, là, j'ai traduit la première partie là, de ce qu'on a supposé. Je traduis ça. Ensuite, maintenant, si je suppose donc la suite Vn est bornée, pardon. Donc je peux, rappelez-vous, on a montré que pour que Vn est borné, c'est équivalent à dire que sa valeur absolue est majorée. Donc je vais prendre plutôt juste un majorant, ça me donnera un peu moins de lettres et d'informations. Donc ça revient à dire qu'il existe m strictement positif, tel que quel que soit n appartenant à grand N, la valeur absolue de Vn soit inférieure ou égale à grand M. Donc ça, c'est le fait que Vn soit borné, ici. Très bien. Maintenant, je vais essayer de combiner ces deux informations pour démontrer ce que je veux. Moi, je veux montrer que quel que soit epsilon positif, il y a un rang à partir duquel UNVN en valeur absolue est inférieur à epsilon. Donc, je vais poser un epsilon, soit epsilon positif. Voilà. Du coup, comme j'ai posé mon epsilon, ce que je vais faire, parce que donc je vais utiliser la définition là, la rouge. Maintenant que j'ai un epsilon positif, je vais faire le lien et trouver un premier rang qui me donne quelque chose d'intéressant. Je vais poser, posons, parce qu'après il faut quand même que quand je remultiplie ça fonctionne, ça donne epsilon. Donc posons gamma égale epsilon sur m. Alors, vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait l'idée c'est on va multiplier nos deux inégalités, et donc à un moment je vais devoir faire m fois gamma. Donc du coup si ça vaut epsilon sur m, mon gamma ça m'arrange, puisque ça donnera epsilon, et donc ça donnera exactement ce qu'il me faut dans la définition. Bon, gamma est bien strictement positif, puisque grand M est strictement positif, epsilon aussi. Donc je peux appliquer la première des deux définitions qui est vraie dans mon cas, là, donc la rouge. Et donc je peux dire qu'il existe n, justement, je vais l'appeler comme ça, appartenant à n, tel que quel que soit n supérieur ou égal à grand N, j'ai un inférieur ou égal à gamma, c'est-à-dire epsilon sur m. Donc là, j'ai juste utilisé ce que j'ai dit tout à l'heure qui était vrai en rouge. Pardon. Bon, et ensuite, maintenant, je vais utiliser ce que j'ai... Oui, on va combiner, en fait. J'allais dire j'utilise ce qui est en jaune, mais j'utilise les deux d'un coup. C'est-à-dire que maintenant, je vais en déduire que pour tout n plus grand que ce rang grand N, là, je peux considérer donc la valeur absolue de UNVN, donc je vais quand même l'écrire, c'est UNVN moins 0 en fait. Hein. Donc UNVN qui est aussi la valeur absolue de UN fois la valeur absolue de VN. Et je peux dire donc, vu que celui-là il est inférieur ou égal à epsilon sur m, et celui-là il est inférieur ou égal à m, le tout est positif. Donc je peux, dans chacune des inégalités, tout est positif. Donc je peux multiplier mes inégalités sans problème. Elles sont dans le même sens en plus. Donc ça va me donner ici inférieur ou égal à epsilon sur m fois m. Autrement dit, epsilon. Donc là, j'ai utilisé à la fois la jaune, puisque j'ai utilisé la majoration de Vn,
Et j'utilise aussi ce qu'on vient de trouver là, ici. Voilà. Et donc en fait, on a fini puisqu'on vient de démontrer que pour tout epsilon, j'ai bien trouvé un rang grand N. Alors, je ne sais pas ce qu'il vaut, peu importe. Là, j'en ai pas eu besoin. C'est-à-dire que c'est la première définition qui m'assure qu'il existe. À partir duquel la valeur absolue de UNVN est inférieure à epsilon, ce qui revient à dire que UNVN tend vers 0. Donc la démonstration est terminée. On a donc montré que quel que soit epsilon positif, il existe un rang n tel que pour tout n à partir de ce rang, UNVN moins 0, donc inférieur ou égal à epsilon. C'est-à-dire UNVN tend vers 0. Voilà, bon, donc démonstration qui est très intéressante, comme un petit exercice, sans être trop technique. Donc ce genre de démonstration, vraiment entraînez-vous, vous devez les maîtriser. Et vous devez commencer là, en vous entraînant, hein, bien sûr, peut-être pas là tout de suite en m'écoutant, mais dès que vous serez un petit peu entraîné, vous devez commencer voilà, à arriver à manipuler de façon plus fluide tous ces quantificateurs, toutes ces propositions qu'on enchaîne. La, alors, la petite remarque que je ferai, oui, que j'ai pas écrite, je vois dans le cours, c'est qu'on pourrait aussi, enfin on pourra prouver cette proposition quand on aura le théorème des gendarmes. On pourra aussi la démontrer que le théorème des gendarmes, puisque dire qu'une suite est bornée, donc c'était Vn qui était bornée, ça revient à dire donc qu'elle a un minorant, un majorant pour tout n. Hein. Et donc, oui, ou alors, enfin, oui. En fait, plus simple, je vais carrément reprendre ce que j'ai fait aussi. Donc ça revient à dire aussi que la valeur absolue de Vn est majorée par donc le m, par exemple, c'est que ce m existe, et une valeur absolue étant déjà supérieure ou égale à 0, donc ça me donnerait ça. Maintenant, si je multiplie par la valeur absolue de un cette inégalité, c'est finalement un peu ce qu'on fait là, hein, sauf que là on a tout détaillé. Là ça fait 0, là ça fait m fois la valeur absolue de un. Comme je sais que un tend vers 0, ben, tout ça, ça va tendre vers 0. Et donc par le théorème des gendarmes, la valeur absolue de UNVN tend vers 0. Et donc UNVN tend vers 0. Donc on pourrait aussi le démontrer comme ça. Alors là, j'ai pas fait ça parce qu'on n'a pas encore le théorème des gendarmes. Voilà. Et puis au moins, ça vous fait une démonstration avec des epsilon, ce qui n'est pas négligeable parce que vous avez moins l'habitude. Donc, maintenant, si je continue, alors, on va peut-être faire des exemples à ce niveau-là. J'aurais pu enchaîner sur l'épreuve, mais je pense que c'est intéressant de faire des exemples, notamment sur cette dernière proposition. C'est justement, elle est très utile et très utilisée. Donc autant vous montrer un peu dans quel cadre. Alors pardon, je fais une petite manip. Voilà, c'est ça, parce que j'avais le clavier qui avait un peu bloqué. Alors, donc des petits exemples qui ne sont pas écrits dans le cours, pas très longs à traiter. Je vais en faire deux. Le premier, donc je vais considérer la suite définie par un égale cos de 5n fois ln de n plus 1 sur n. Et donc la question, ce serait quelle est la limite de un, hein, quand n tend vers plus infini, bien sûr, toujours. Il n'y a pas d'ambiguïté ici. Et deuxième, avec la même question, un qui serait égal à arctangente de n carré fois exponentielle moins n. Donc pareil, limite de un. Donc là, vous pouvez couper la vidéo, essayer de faire, et puis après reprendre pour la correction, évidemment. Moi, bon, forcément, je vais enchaîner. Donc, justement, ce sont des suites sur lesquelles on a quand même... Enfin, quoique, alors c'est vrai qu'avec le théorème des gendarmes, on s'en sortirait. Et ça, la proposition 3, justement, nous évite de rédiger le théorème des gendarmes, nous permet de court-circuiter. Parce que c'est vrai que sur le 1 comme sur le 2, on s'en serait sorti avec le théorème d'encadrement, là, le théorème des gendarmes. Mais bon, d'une part, on ne l'a pas encore dans notre cours, mais bon, on pourrait très bien tricher, puisque vous le connaissez déjà. Et puis d'autre part, comme je vous disais, l'air de rien, c'est quand même encore plus efficace. Ça montre encore plus de recul parce que normalement, si on voit ce qui se passe, on voit déjà que le théorème d'encadrement des gendarmes nous permettrait de conclure. Et donc, on peut invoquer directement la proposition 3. Donc justement, là, on pourrait dire donc qu'on a Vn fois Wn avec Vn qui serait cos de 5n, Wn qui serait ln de n plus 1 sur n. Alors Vn, ce qu'on peut en dire, c'est qu'elle est bornée, puisque
pour tout n entier, bien sûr, cos de 5n est compris entre -1 et 1. Voilà, donc elle est bien bornée. Et Wn, elle est convergente. Elle va tendre vers 0. Et c'est justement ce qui nous intéresse. Donc, et je vais me retrouver dans la situation de la proposition 3. Alors pourquoi elle tend vers 0? Parce que n plus 1 sur n tend vers 1. Donc vous pouvez factoriser par n, par exemple, pour le démontrer. Ou bien, bon, ça aussi, on aura peut-être des théorèmes qui permettront de court-circuiter la factorisation systématique. Mais bon, voilà, ça tend vers 1. Et donc par composé de la fonction ln, qui est une fonction continue, en 1, on obtient que la limite de Wn quand n tend vers plus infini, c'est 0, puisque ln de 1 vaut 0. Voilà, donc je suis bien exactement dans le cadre de la proposition 3. Et donc là, au lieu finalement d'appliquer enfin de faire un encadrement pour appliquer le théorème d'encadrement, je conclus directement que j'ai le produit d'une fonction bornée par une fonction dont la limite est nulle. Et donc, le produit a une limite nulle aussi. Donc là, je peux dire donc, directement, d'après la proposition 3, alors elle ne porte pas de nom particulier, vous pourrez dire, on a le produit d'une suite bornée et d'une suite de limites nulles. Voilà, bon, c'est un peu plus long à écrire qu'un nom, mais, mais elle n'a pas de nom, vous ne l'appelez pas proposition 3, hein, bien sûr, pour le reste de l'année. Donc d'après la proposition 3, pour ici en tout cas, vu qu'on vient de l'écrire, ça passe. Limite Vn fois Wn, autrement dit Un, est égal à 0. Voilà, donc c'est assez rapide. La 2 est exactement sur le même principe. Donc on a arctangente, donc Vn ce serait arctangente de n carré. Ne pas se laisser impressionner, bien sûr, parce qu'en fait, elle n'est pas du tout difficile à étudier, cette limite. Vn est une suite bornée, puisque je rappelle qu'arctangente prend ses images entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc Vn est une suite bornée, car... Et le n carré n'y change rien, hein, on est bien d'accord, puisque, bon, simplement, comme n carré est positif, on sera en réalité entre 0 et pi sur 2. Mais même si vous dites moins pi sur 2, parce que arctangente prend ses images entre moins pi sur 2, c'est très bien, hein. Donc, car pour tout n entier, arctangente n carré. Oui, bon, je vais vous mettre directement à partir de 0 pi sur 2. Je l'ai dit à l'oral, hein, le pourquoi. Parce qu'on sait que pour... en fait, arctangente x pour x positif est positive. Et on sait que arctangente est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc si je ne garde que les positifs, je suis bien entre 0 et pi sur 2. Bon, elle est bornée. Ensuite, si je prends Wn, je vais pouvoir l'écrire. Oui, bon, ça, honnêtement, je peux l'écrire directement. C'est 1 sur e de n. Ça tend vers 0. Donc Wn est une suite qui tend vers 0. Et donc, pareil, d'après la proposition 3, VNWN, autrement dit UN, tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Voilà, donc vraiment, si vous la connaissez, ça permet quand même d'alléger la rédaction. Bon, ce qui nous amène au théorème 4, que vous connaissez pour le coup normalement, puisque justement il s'agit de voir ce qui se passe sur les opérations simples, entre guillemets, sur les suites. Alors attention, sur les suites convergentes uniquement, hein, vous le voyez là, je ne l'ai peut-être pas souligné, mais j'aurais peut-être dû. Voilà, toutes les deux vers une limite finie. On ne fera pas ce genre d'opération sur des infinis. Alors certaines opérations, on peut les faire dans notre tête sur les infinis, c'est d'ordre, comment dire, mnémotechnique, mais en tout cas, on n'écrit pas des opérations comme ça sur les infinis. Donc, je considère que la première a une limite finie qu'on appelle A, la deuxième une limite finie qu'on appelle B. Et donc, en gros, ce qu'on dit, c'est que si on prend la valeur absolue, bah, ça donne la valeur absolue de la limite. Si on multiplie par un nombre, ça donne la limite multipliée par un nombre, enfin, etc., etc. C'est-à-dire que du moment où UN et Vn sont convergentes, et que je fais donc une valeur absolue, un produit par un réel, une somme, ou un produit, ou même un quotient, mais attention, la condition, c'est quand même que B ne s'annule pas dans ce cas-là.
Mais sinon, en gros, les limites vont subir, entre guillemets, les mêmes opérations que les suites enfin, que l'opération qu'on a faite sur les suites au départ. Voilà. Donc, faites juste attention si enfin, si la deuxième limite est nulle, évidemment, vous allez avoir du mal à faire UN sur VN. Enfin, en tout cas, à écrire A sur B, puisque B, ce sera nul. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on serait ramené à des cas de limite infinie. Donc, ça, à voir plus tard. Non, pas juste après, en fait, mais on ne peut pas l'écrire de cette manière. Alors, est-ce qu'on démontre? On va démontrer peut-être un cas, histoire de voir un peu comment ça marche. Et après, vous voyez, j'ai laissé des indications pour les autres cas. Je suis en train de voir. Oui, d'ailleurs, j'ai même laissé une indication, j'y arrive, pour celui qu'on va démontrer. Il faudrait que je change de stylo. Voilà. Qui est là, nous, on va démontrer pour UN plus VN. Mais bon, j'aurais pu faire les autres, en fait. Bon, voilà, celui du UN, c'est très simple. Lambda UN aussi. UNVN, ça va encore. Bon, UN sur VN, elle est un peu plus longue. Mais bon, principe derrière est toujours le même. Je vais le faire rouge. J'ai de la place en dessous. On va le faire en dessous. Voilà, on va le faire là. Donc là, on est du coup dans le 3.3b toujours. Et là, ce serait donc la preuve partielle, hein, théorème 4. Donc juste, montrons que limite de UN plus VN. Alors, j'ai pas écrit les hypothèses, elles sont dans le théorème, c'est que UN donc, et VN sont convergentes vers A et B respectivement. Donc là, on va essayer de montrer que la limite de UN plus VN, c'est bien A plus B, comme on a envie de le faire naturellement. Alors, justement, on suppose, je vais quand même l'écrire, on suppose que, j'aurais dû le mettre avant le montrons que, mais c'était juste pour bien écrire qu'on ne démontrait pas tout. On suppose que UN tend vers A appartenant à R et VN tend vers B appartenant à R. Alors, si j'écris les définitions de ces deux propositions, quel que soit... oui, il y en a avoir deux, celui-là je vais l'appeler epsilon 1. Donc, quel que soit epsilon 1 positif, il existe N1 entier, tel qu'à partir de N1, UN-A soit inférieur ou égal à epsilon 1. Quel que soit epsilon 2 positif, il existe N2 tel que à partir du rang N2, on est tous les termes, enfin tous les Vn-B, pardon, en valeur absolue qui sont inférieurs ou égaux à epsilon 2. Voilà. Et alors là aussi, c'est pas pour rien que je les ai pas appelés epsilon, j'ai mis epsilon 1, epsilon 2, alors déjà parce qu'il y a deux suites différentes, mais aussi parce que je vais poser un epsilon pour UN plus Vn. Donc vraiment, parce que moi je veux démontrer ça au départ, et ça, c'est elle-même, cette proposition, elle-même, c'est quel que soit epsilon, il existe grand N, entier bien sûr, tel que pour tout n supérieur ou égal à grand N, on est UN plus Vn moins A plus B, on doit démontrer ça en fait, hein, inférieur ou égal à epsilon. Donc je vais avoir besoin encore d'un epsilon. Donc là justement, je vais poser soit epsilon positif, et je vais essayer de démontrer justement qu'il existe un grand N, etc. etc. Alors, il faut absolument qu'on applique ce qu'on sait. Nous, ce qu'on sait, c'est juste ces deux choses-là. Et ces deux choses-là sont vraies pour tout epsilon 1 ou epsilon 2 strictement positif. Donc je vais prendre ce qui m'arrange. Parce que je ne sais pas si vous avez vu l'indication tout à l'heure, c'était l'inégalité triangulaire, hein, on la voit ici. C'est-à-dire qu'à un moment, on va se servir de l'addition. On va additionner au final ce qu'on a là. Je dis enfin, comme ça grossièrement parce que je n'ai pas encore pu détailler. Donc à un moment, à faire epsilon 1 puis epsilon 2. Donc, et on aimerait retomber sur epsilon. Donc c'est pour ça que là, à ce moment-là, c'est pas complètement magique, c'est pour ça que je vais poser un epsilon 1 et un epsilon 2 qui en fait, je vais les prendre tous les deux égaux à epsilon sur 2. Parce qu'au moins quand je vais les additionner, ça va faire epsilon. Alors j'aurais pu en prendre un égal à epsilon sur 4 et l'autre à 3 epsilon sur 4. C'est juste que je trouve ça un peu tordu. Autant couper la poire en deux, epsilon sur 2, epsilon sur 2. Donc en posant ça, qui est bien strictement positif, je vais pouvoir appliquer mes deux définitions. Donc je vais pouvoir dire qu'il existe un rang N1 et un rang N2 qui vérifient respectivement chacun les deux inégalités qu'on a au-dessus. Donc tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n1, on est un moins a inférieur ou égal à epsilon 1, c'est-à-dire epsilon sur 2. Et on a aussi, quel que soit n supérieur ou égal à n2,
Vn moins B inférieur ou égal à epsilon 2, c'est-à-dire epsilon sur 2. Du coup, voilà, mais on commence à avoir l'habitude maintenant. On voudrait que ces deux inégalités fonctionnent en même temps pour pouvoir les additionner. Donc, il faudrait que ça marche pour tous les rangs n considérés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme à chaque fois, qui peut le plus peut le moins. Donc, on va prendre le rang qui est le maximum entre n1 et n2. Comme ça, on est sûr que les deux inégalités sont vraies en même temps. Enfin, sont vraies, quoi. Pour tous les rangs considérés. Donc là, en posant n égale le maximum entre n1 et n2, on a, et donc c'est là qu'on va appliquer l'inégalité triangulaire sur les valeurs absolues, qu'on a déjà vu en début d'année. Avant ça, juste, je vais réécrire ça pour faire apparaître ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un-a et vn-b. Mais bon, ça tombe bien, puisque finalement, ça contient tout ça, là, ma valeur absolue. Et là, donc, je vais utiliser l'inégalité triangulaire pour casser ma valeur absolue en deux valeurs absolues. Mais attention, c'est une inégalité. Donc, c'est inférieur ou égal à un-a plus vn-b. Donc, inégalité triangulaire. Voilà. Qui est inférieur ou égal à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, puisque là, je suis dans des rangs. Oui, d'ailleurs, ce serait bien, pardon, de dire qu'ici, c'est vrai pour tout n supérieur ou égal à grand n. Donc, justement, à partir du rang le plus grand entre n1 et n2, j'ai les deux qui sont vrais, d'inégalité. Donc, je peux dire que le premier morceau est inférieur ou égal à epsilon sur 2 et le deuxième aussi. Et donc, epsilon. Donc là, on a démontré que pour tout epsilon positif, puisqu'on a bien pris soit epsilon positif, il existe un rang n, donc ce serait le maximum entre les rangs n1 et n2 qui existent d'après notre hypothèse, tel que un plus vn moins a plus b est inférieur ou égal à epsilon. Autrement dit, on a bien un plus vn qui tend vers a plus b. Donc conclusion, on a bien montré que un plus vn tendait vers a plus b. Voilà, donc un exemple, parce qu'on ne peut pas tout démontrer, c'est beaucoup trop long, mais donc un exemple de démonstration des propriétés que vous utilisez finalement sans réfléchir, mais vous voyez, il y a quand même un peu de travail derrière pour démontrer. Ok, bon, donc je vous laisse essayer les autres tout seul. Je ne fais pas spécialement d'exemple sur tout ça, puisque normalement vous savez déjà manipuler les opérations sur les limites. Franchement, je ne pense pas qu'il y ait besoin, est suffisamment fait. Le principe n'a pas changé, hein, donc voilà, faites juste attention au cas où c'est infini et au cas des formes indéterminées, justement. On va en parler tout de suite. Mais sinon, vous savez déjà faire. Donc j'avance. Du coup, j'arrive au 3.3c, qui sera d'ailleurs la fin de la partie que vous avez à travailler en vidéo. Où finalement, vous allez voir qu'on ne va pas écrire grand-chose, parce qu'il y a énormément de choses déjà écrites, et puis surtout, ce sont pour la plupart des choses déjà vues en lycée. Je pense qu'on vous le présentait plutôt sous la forme de tableau, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que là, on vous a mis tous les cas possibles. Et c'est juste que c'est écrit rigoureusement, mais voilà, on aurait très bien pu aussi le mettre dans un tableau. Donc on retrouve tous les cas, je vais peut-être pas tout lire. Hein. Si un tend vers plus infini, vn tend vers plus infini, alors la somme aussi, etc. etc. Les deux seuls peut-être que vous connaissiez pas vraiment, c'est les deux là qu'il y a à remplir justement. Donc on va les remplir. Bon, rien de fou en fait. Si un tend vers plus infini et que vn est minoré, c'est-à-dire que Vn n'a pas besoin de tendre vers plus l'infini pour que la somme tende vers plus l'infini, du moment où elle est minorée, c'est-à-dire qu'elle reste quand même au-dessus d'un certain nombre. Dans ce cas-là, la somme de toute façon va tendre vers plus infini. Si un tend vers moins l'infini et que Vn est majoré, donc là pareil, en fait le fait que Vn soit majoré, ça nous assure qu'elle ne sera pas assez grande pour pouvoir compenser le fait que un tende vers moins l'infini et donc contrebalancer la limite. C'est pour ça qu'on a besoin quand même qu'elle soit majorée. Et pareil, évidemment, dans le cas précédent. Donc voilà, si jamais elle est majorée, qu'elle est plafonnée, ma suite Vn, si je la multiplie, enfin si j'additionne avec une suite qui tend vers moins l'infini, de toute façon, on va aller vers moins l'infini. Ça se démontre honnêtement assez facilement. Après, proposition 6, donc c'est tous les cas pour les produits.
Donc en fait, la proposition 5, j'espère que vous l'avez compris, c'est quand on fait la somme entre deux suites, donc la limite d'une somme. Là, ça va être limite d'un produit. Et après, on a la limite d'un quotient. Alors c'est plutôt la limite de l'inverse d'une suite. Mais grâce à l'inverse, vous récupérez tous les quotients. Limite de l'inverse d'une suite. Voilà, donc honnêtement, vous retrouvez exactement tous les cas que vous avez déjà vus, donc je n'insiste pas. La remarque, alors j'insisterai peut-être un peu plus sur la remarque. Justement, on vous parle de forme indéterminée, autrement dit, les cas qui ne sont pas dans les propositions vont être des formes indéterminées. Donc, enfin, en dehors de... J'ai pas mis les quotients, alors attention, les quotients ne sont pas tous indéterminés, mais les quotients, bien sûr, les un sur Vn sont à voir comme un fois 1 sur Vn, et donc on a bien tout dans nos propositions, puisque le produit on a, et le 1 sur Vn c'est l'inverse, donc on a aussi. Donc j'ai pas mis les quotients, mais beaucoup de quotients quand même ne sont pas des formes indéterminées. Alors, justement, qui sont les formes indéterminées? Je vais les rappeler. Il y en a 4, toujours les mêmes qu'au lycée. Donc on va avoir, enfin quoi, on en rajoutera peut-être quelques-unes de formes indéterminées quand même, mais enfin en tout cas, bon à ce niveau-là, quand on parle juste de produits, d'addition, enfin de somme, de quotient qu'est-ce que j'ai oublié, et de soustraction et de différence, il y en a bien que 4. Donc on a l'infini fois 0, l'infini sur l'infini, 0 sur 0 et l'infini moins l'infini. Alors il faut juste comprendre que, si vous ne l'avez pas déjà compris, que ces trois-là sont en réalité une même forme indéterminée, puisque quand vous avez, alors c'est très schématique, attention, ne m'écrivez pas ça sur les copies, mais juste pour qu'on se comprenne, l'infini sur l'infini, par exemple, ce serait donc comme l'infini fois 1 sur l'infini, donc ce serait, j'ose mettre des égales, mais attention, hein, ne m'écrivez pas ça s'il vous plaît sur les copies. C'est juste pour que vous compreniez ce que je raconte, c'est-à-dire que finalement, elles sont toutes les mêmes. Attendez, j'ai dit toutes. 0, oui, si, oui, on peut considérer. Alors, oui, entre la dernière et la première, c'est moins évident le lien, mais en fait, le lien se fait chaque fois avec la deuxième. Non, justement, pardon, c'est entre la deuxième et la troisième que le lien est moins évident, encore que, si on pourrait le voir, mais... ouais, en fait, non, on peut dire qu'elles sont pas égales, mais équivalentes. Donc, je disais, là, du coup, on voit bien, justement, que déterminer enfin, étudier une forme indéterminée infinie sur infini, bah, ça revient à étudier infini fois 0. Que je peux aussi écrire, donc si je prends... je vais repartir de laquelle. Ouais, si je prends 0 sur 0, je vais la prendre comme ça. Je peux écrire 0 fois 1 sur 0, et 1 sur 0, justement, c'est censé vous donner un infini, alors plus ou moins, peu importe. Et donc on se retrouve là aussi encore avec 0 fois l'infini, qu'on peut et lui-même écrire comme l'infini sur l'infini, etc., etc. Donc ces trois-là, en gros, on boucle, on tourne en rond. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous arrive parfois quand vous ne voyez pas qu'une forme indéterminée. Alors vous faites une transformation, puis ah oui, alors vous êtes content, mais bon, au lieu d'avoir l'infini sur l'infini, bah, vous obtenez 0 fois l'infini, bon, qui est toujours indéterminé, etc., etc. Bon. Donc il y en a 4, mais en fait, il y en a 2. Donc ça, vraiment, à apprendre par cœur si vous ne le connaissez pas déjà. Normalement, ça devrait être déjà dans votre matrice, c'est ça, mais on ne sait jamais. Je préférais quand même réexpliquer tout ça. Et justement, dans la remarque, je vous ai mis des exemples qui, pour les derniers réfractaires aux formes indéterminées, vous démontrent qu'effectivement, on ne sait pas à l'avance ce que vont donner ces cas-là. Parce que indéterminé, ça veut bien dire ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas de limite. Alors, il y a des cas où on n'en trouvera pas. Mais ça veut dire pour beaucoup de cas que simplement il faut creuser, il faut avoir une autre écriture, parce que écrit comme ça, nous n'arrivons pas à conclure sur la limite. À la base, ça veut juste dire ça, une forme indéterminée, je n'arrive pas à conclure en l'état. Donc justement, quand donc on regarde les exemples que je vous ai mis là, ben on voit bien, hein, donc si je prends, là c'était pour la somme. Donc si je prends n carré et moins n, bah, quand je les additionne, ça fait n carré moins n, c'est n carré qui va l'emporter si je factorise. Donc ça va donner une somme qui tend vers plus infini. Alors que si je prends n moins n carré, c'est plutôt moins n carré cette fois qui va l'emporter si je factorise. Donc je vais avoir une somme qui tend vers moins l'infini. Alors qu'au départ, j'avais bien à chaque fois, dans tous les cas, un un et un vn qui tendaient l'un vers plus infini, l'autre vers moins l'infini.
Donc, j'ai du coup le même cas qui donne deux limites différentes. Donc, je suis bien dans un cas de forme indéterminée. Le troisième, encore un autre, pareil. Donc là, je prends n plus 1 et moins n. Donc, j'en ai bien une qui tend vers plus infini, une qui tend vers moins l'infini. Quand j'additionne, ça fait 1. Donc, ça tend vers 1. Alors là, carrément, j'obtiens une limite finie. Donc, vous voyez, quand j'ai donc une qui vaut plus infini et l'autre qui vaut moins l'infini, donc là, on est sur le dernier cas de forme indéterminée, j'ai déjà trouvé 3 limites possibles. Et on a même le tout dernier cas que je vous ai écrit, où on n'a carrément pas de limite. Donc vraiment, vous ne pouvez pas savoir à l'avance l'infini moins l'infini ce que ça va donner, sauf dans des cas de polynômes ou des choses assez simples où on commence à avoir l'habitude, à avoir du recul. Donc attention. Pareil pour un fois vn, si j'ai donc l'infini est 0, c'est indéterminé. Je vous ai mis des exemples hein, où on voit qu'effectivement, même si j'ai l'infini fois 0 chaque fois au départ, je n'ai pas forcément le même résultat à l'arrivée de la limite. Voilà. Donc une petite preuve pour terminer, et on aura fini pour les vidéos pour cette fois-là. Dans la proposition 5, je vais montrer la toute première, tout simplement, pour vous montrer un peu comment ça se démontre. Et après, je vous laisse en exercice toutes les autres preuves, qui pour la plupart sont assez simples hein, à écrire. Mais c'est beaucoup de formalisme, vous l'avez compris, hein, dans cette partie. Donc c'est ça qui vous pose problème, et en même temps, c'est ça qu'il faut travailler. Alors, donc justement, là, je suis dans le 3,3c cette fois. 3,3c. Et donc, on va essayer de prouver partiellement toujours la proposition 5. Donc, on va essayer de montrer que un tend vers plus infini, vn tend vers plus infini implique que un plus vn tend vers plus infini. Ok. Alors, on y va. Pareil qu'à chaque fois, vous commencez à avoir l'habitude, j'espère. On va traduire donc les hypothèses. Alors déjà, je les écris. On suppose donc que un tend vers plus infini et vn tend vers plus infini. Donc, je vais traduire ces deux assertions. Donc, on a besoin des a quand on tend vers l'infini. Donc, je vais prendre a1 et a2. Un peu comme tout à l'heure, là, comme dans la preuve précédente avec le epsilon 1 et epsilon 2. Donc, quel que soit a1 appartenant à R, comme j'ai u qui tend vers plus infini, il existe un rang à partir duquel je vais avoir tous les termes supérieurs ou égaux à A1. Et pareil pour Vn. Et donc, cette fois-ci, tous les Vn supérieurs ou égaux à A2 à partir d'un certain rang N2. Donc, vous allez voir, c'est très similaire à la preuve précédente. Donc maintenant, moi, je veux le démontrer pour un plus Vn. Donc, je voudrais montrer que pour tout A appartenant à R, un plus Vn arrive à dépasser A. Donc, je pose un A, non, pas positif, qui appartient à R, n'importe lequel. Et on va poser, comme par hasard, vu qu'on voudrait un résultat sur un plus Vn, comme tout à l'heure, on va à un moment, comme tout à l'heure, additionner A1 et A2. Donc, on se dit, comme moi je voudrais retomber sur A, je vais prendre A1 égale A2 égale A sur 2. Donc, ce A1 et A2 sont tous les deux bien des réels, ce qui veut dire que je vais pouvoir appliquer les définitions ici qui sont censées être vraies d'après mes hypothèses. Et donc, je vais pouvoir dire, il existe, donc alors, il existe N1, N2 entier, tel que, pour tout n supérieur ou égal à N1, un supérieur ou égal à A1, et pour tout n supérieur ou égal à N2, Vn, cette fois, supérieur ou égal à A2. Et juste appliquer notre hypothèse. Et, comme à chaque fois, en posant grand N qui serait le maximum. Alors, attention parce qu'il existe des preuves, je suis en train de me dire que vous allez croire qu'on fait tout le temps pareil. Il existe des preuves où on ne prend pas le maximum entre N1 et N2, attention. Hein. Bon là, c'est vrai que souvent quand on fait des preuves de propriétés qui ont lieu sur des suites et qui font intervenir deux suites, forcément, si ces propriétés sont vraies à partir d'un certain rang, on va avoir envie de prendre le max des deux pour que les propriétés soient vraies en même temps. Voilà. Mais on ne démontre pas que des choses comme ça quand même hein, sur les suites. Donc attention. Du coup, en posant l'un, on a donc justement on a les deux qui sont vérifiés à la fois. Et donc, on peut dire qu'on a un plus vn supérieur ou égal pardon, à a1. Oui, d'ailleurs, ici c'était a sur 2 et a sur 2. Donc à a1 plus a2, autrement dit a sur 2 plus a sur 2.
autrement dit A. Donc on a bien démontré, là aussi hein, on peut voir que pour tout A appartenant à R, il existe un rang à partir duquel, ah oui je ne l'ai pas mis, pardon, donc pour tout n supérieur ou égal à grand N, voilà. Donc à partir duquel on a justement un plus Vn qui dépasse A. Donc on a exactement démontré que un plus Vn tend vers plus l'infini. Voilà, donc vraiment, bon, c'est comme souvent le même principe. Je vous laisse essayer les démonstrations. Alors après, bon, sur le quotient, par exemple, enfin sur l'inverse, il y a d'autres façons de présenter les choses, mais globalement, on a quand même les mêmes idées. Donc je vous laisse essayer tout ça. Là aussi, je ne donne pas plus de preuves. Normalement, vous avez l'habitude d'appliquer tout ça. Ce qui a changé finalement, c'est le formalisme qu'on met, notamment pour démontrer. Mais sinon, les résultats restent les mêmes que ceux que vous connaissez là pour l'instant. Pas de gros changements. À partir du 3-4, justement, on verra des propriétés, des théorèmes. Alors certains que vous avez déjà vus d'ailleurs aussi, qu'on démontrera. Et d'autres moins. Donc bon, voilà, petit à petit, on commence à avoir un peu plus de nouveautés. Et surtout, je pense que vous commencez à voir, j'espère, l'esprit de ce qu'on attend de vous sur les suites au niveau du supérieur. C'est-à-dire vraiment, vraiment une rigueur. Là, pour le coup, on ne pourra pas faire autrement, hein. Enfin, même avant, en théorie, on ne pouvait pas. Mais bon, là, vous le voyez encore plus. Clairement, on a une grosse rigueur. Et d'ailleurs, les suites sont aussi étudiées assez rapidement pour vous apprendre à rédiger, à être rigoureux, à faire attention aux détails, aux quantificateurs, à la place des quantificateurs, etc. Donc voilà, j'espère que que vous commencez en tout cas à avoir cet esprit-là qu'on attend de vous et sur les suites, et en fait à partir de maintenant sur la plupart des chapitres. Donc c'est vraiment un chapitre intéressant et charnière, je dirais, puisque jusque-là, finalement, on a vu bon, primitive, équadif, etc., où il y avait déjà, hein, bien sûr, de la rigueur, et on l'a vu, et beaucoup de choses à connaître, une certaine technicité, etc. Mais on n'était pas encore dans un tel détail, quand même, je pense, sur la rigueur. Donc voilà, c'est intéressant puisque du coup forcément là on va le faire de plus en plus, et donc à partir de maintenant on pourra avoir un peu plus d'exigence aussi sur l'écriture mathématique, sur votre maîtrise en tout cas de l'écriture mathématique. Voilà, bon, j'ai assez parlé. Je vous laisse tranquille avec tout ça. J'espère que c'était quand même globalement assez clair. Et encore une fois, n'hésitez pas à noter les questions et à me les transmettre quand on se voit. Voilà, merci bien à vous tous et à très bientôt pour la suite.